Un clic et la commande est passée. C'est si facile d'obtenir des médicaments sur le net. Alors, pourquoi s'embêter à aller chez le médecin, quémander une ordonnance pour du Viagra ou de l'Ozempic ? Mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière ce clic ? C'est ce que nous allons découvrir. Un jour ordinaire au centre de tri postal de Mulligen, dans la banlieue de Zurich. C'est l'un des principaux points d'entrée pour les colis commandés à l'étranger. Ici, tous les jours, entre 60 000 et 70 000 paquets arrivent du monde entier. Un des défis pour les douaniers, c'est de repérer les colis qui pourraient contenir des importations illégales de médicaments. La méthode doit être bien rodée parce que ça va plutôt vite, vous allez comprendre. À côté des employés de la Poste, les douaniers savent faire. Tous les colis passent devant eux sur un tapis roulant. Ils ont quelques secondes pour décider de prélever ceux qui leur semblent suspects. Les médicaments sont souvent dans des paquets minces et on entend ce bruit quand on les secoue. Celui-là était suspect. Oui, il faisait un bruit de médicament. On va l'inspecter en détail. Un critère peut mettre la puce à l'oreille, la provenance. Par exemple, en ce moment, ça vient souvent d'Inde ou du Pakistan, ou alors d'Europe de l'Est, de Pologne. Et tout à coup, quelque chose émerge d'un autre pays. Les faussaires ont déménagé leur fabrique sur un autre site. C'est très intéressant pour eux parce que ça nous prend un bon moment avant qu'on le remarque. Les paquets suspects sont passés au rayon X pour s'assurer qu'ils ne contiennent pas d'explosifs. On peut ensuite les ouvrir sans danger. Celui-ci contient des dizaines de boîtes de sildenafil, le principe actif du Viagra. Une quantité plutôt astronomique. Alors que la loi est claire, l'achat de médicaments sur Internet est limité aux besoins d'une personne pendant 1 mois. Le Viagra et ses dérivés constituent plus de la moitié des prises. Ensuite, on a les produits amincissants, ces injections pour perdre du poids, il y en a de plus en plus. Et aussi des antidépresseurs, c'est la tendance en ce moment. En hiver, on a plus d'antidépresseurs et au printemps, plus de produits pour maigrir. Et tout ça peut être commandé en ligne. Beaucoup plus grave, on trouve aussi des antibiotiques. Un traitement contre l'hypertension. On imagine les dégâts que peuvent causer leurs versions contrefaites. On saisit entre 50 et 60 paquets de médicaments par jour et on les envoie à Berne. Suivons le trajet de ces caisses jaunes. Elle nous mène donc à Berne, chez Swissmedic, l'organe fédéral de contrôle des médicaments. Et voilà. Nous avons ici l'arrivage du jour. Nous retrouvons notre fameux paquet de stimulants de l'érection. À l'intérieur, plusieurs versions, dont l'une est particulièrement surdosée. Elle contient le principe actif du Viagra, le sildenafil, mais en plus de la dapoxétine. C'est une autre substance qui est utilisée pour retarder l'éjaculation précoce. Comme c'est un dérivé d'un antidépresseur, on a énormément d'interactions avec des autres médicaments ou des contre-indications. Voici un exemple de site qui propose ce genre de produit. Ici, tout est faux. On veut faire croire à une entreprise suisse, mais les numéros de téléphone sont anglais et américains. L'adresse, elle, usurpe celle d'une pharmacie existante à Genève. Le crime pharmaceutique, c'est un crime qui est international. Vous avez les sites Internet qui sont gérés depuis l'Europe de l'Est. Vous avez la marchandise qui provient d'Inde, la marchandise qui transite ensuite par l'Asie, l'argent qui va aller dans des autres pays. Donc c'est vraiment important de collaborer avec les autorités internationales afin de lutter contre ce fléau. Pour mieux traquer les faussaires, la Suisse a adhéré à la convention Medicrime du Conseil de l'Europe. Elle offre des instruments juridiques efficaces, mais sa portée est limitée hors du territoire européen.
Impossible par exemple de faire interdire ce produit amincissant vanté sur les réseaux sociaux, alors même qu'il usurpe le logo de Swissmedic. Vous n'avez pas un magasin, vous n'avez pas un site internet, vous n'avez pas une firme, vous avez juste un post sur Facebook, un post sur Instagram. Vous pouvez attraper personne, vous n'avez personne qui est concrètement derrière cette arnaque. Les trafiquants sont le plus souvent hors de portée, mais les clients, eux, sont beaucoup plus faciles à atteindre. Que risquent-ils ? Même pas une amende si la commande ne dépasse pas la dose mensuelle pour une personne. Elle recevra normalement son paquet. La personne, si elle consomme ces médicaments, elle le fait sous sa responsabilité et à ses propres risques. Nous, on peut juste avertir les gens, faire les avertissements, mais si jamais ils veulent quand même importer ces médicaments, on ne peut pas faire grand-chose. Si la commande dépasse 1 mois de traitement, elle est saisie et détruite. La plupart du temps sans frais facturés, sauf si le commanditaire fait opposition. La procédure devient alors payante, entre 300 et 400 francs en cas de confirmation d'une importation illégale. Dernier cas, le plus grave, lorsque la quantité saisie est telle qu'elle induit un soupçon de revente. La procédure devient pénale. Le commanditaire risque une grosse amende, voire la prison. Dans ce cas-là, ce n'est pas uniquement la mise en danger de la personne elle-même, il y a la mise en danger de la population. Nous découvrons que pour assurer leur profit, les trafiquants ne s'imposent aucune limite, pas même celle de jouer avec la vie d'autrui. Ce stylo d'injection est censé contenir de l'Ozempic, un traitement du diabète aussi utilisé pour perdre du poids. La réalité est bien différente. On a les criminels qui ont obtenu des stylos d'insuline, qui ont simplement enlevé les étiquettes, collé par-dessus des étiquettes Ozempic et qui ont vendu ça comme du sémaglutide. Alors que ça contenait de l'insuline. Exactement. Pour mieux comprendre le danger, nous allons chercher les explications d'une pharmacologue. S'injecter de l'insuline par erreur, même quand on est en bonne santé, ça va entraîner une baisse du taux de glucose dans le sang, ce qu'on appelle une hypoglycémie, qui peut conduire à un malaise et qui peut même menacer le pronostic vital. Et du reste, en Suisse, on a plusieurs cas d'urgence médicale qui ont été rapportés dans ce contexte. On va arriver dans notre... Swissmedic s'inquiète d'une nouvelle forme de tromperie. Elle surfe sur la mode des produits naturels, mais elle y ajoute en douce des substances pharmaceutiques chimiques. Mais voilà, ici on a gardé encore les échantillons. Dans ce miel, présenté comme aphrodisiaque, les faussaires ont mis du sildenafil, le principe actif du Viagra. Une personne, par exemple, qui a des problèmes cardiaques, qui sait qu'elle ne doit pas prendre de stimulant de l'érection, parce que ça fait des interactions avec leurs médicaments. Et ils voient ce genre de produit, ils disent « Ah, mais c'est bon, là-dedans, il n'y en a pas, je peux en prendre ». Le produit contient du sildenafil non déclaré. Le problème, c'est que cette molécule est une molécule qui dilate les vaisseaux sanguins. C'est ce qu'on appelle un vasodilatateur qui peut faire baisser de manière brutale la tension artérielle et qui va possiblement menacer le pronostic vital chez les patients qui seraient particulièrement à risque. Ce thé amincissant est censé ne contenir que des plantes. L'analyse révèle la présence de sibutramine, un coupe-fin retiré du marché en 2010 en raison de ses effets secondaires ravageurs pour le cœur. On a trouvé différents produits, différents dosages. On a même trouvé certains produits qui ont des dosages jusqu'à presque 10 fois la dose autorisée à l'époque. Ce médicament, au niveau cardiaque, il a été associé à des hypertensions artérielles, à des troubles du rythme cardiaque, mais aussi à des infarctus et à des attaques cérébrales. Donc c'est quelque chose de très dangereux. Swissmedic possède son propre laboratoire. L'une de ses tâches est justement d'analyser le contenu des médicaments suspects. Bonjour. Cet échantillon contient bien le principe actif de l'Ozempic, mais c'est le flacon qui pose problème. Il est en plastique. Le verre est imperméable. L'humidité ne rentre pas, ça protège très bien le produit. Le plastique, au contraire, est très perméable. Il laisse passer l'humidité, et c'est très mauvais, parce que ça accélère la dégradation des principes actifs. Voici un stimulant de l'érection déclaré 100% naturel.
Or, il contient pas moins de 3 molécules chimiques différentes. On a du sildenafil, du tadalafil et même du diclofénac. 3 substances actives qui ne sont pas déclarées. Ça peut causer de gros dégâts. Il y a des gens qui finissent à l'hôpital. La gélule contient un anti-inflammatoire plus 2 vasodilatateurs. Pourquoi 2 ? On imagine qu'en donnant 2 substances, le médicament sera plus efficace, alors qu'en fait, le médicament va surtout être plus toxique. Pourquoi ? Parce que le fait d'avoir 2 vasodilatateurs va exposer les personnes à des risques majeurs de baisse de la tension artérielle, donc des effets cardiaques, des troubles visuels, et puis possiblement chez un patient qui aurait des antécédents cardiaques, on sait que ces molécules peuvent entraîner des infarctus. Lors d'une procédure, Swissmedic avertit le canton de résidence du commanditaire. La pharmacienne cantonale vaudoise reçoit une dizaine de signalements par mois. Si la personne visée est un professionnel de la santé, elle intervient. On va lui rappeler les bases légales et on va garder en fait ce signalement dans son dossier professionnel. Et puis en cas de récidive, ce qu'on pourrait envisager, c'est de faire une enquête disciplinaire par le conseil de santé. Alors à l'extrême, ça peut être un retrait de son autorisation de pratiquer. Un problème récurrent dans le canton, ce sont ces instituts de beauté qui pratiquent des injections de Botox. Un geste interdit puisqu'il est réservé à du personnel médical dûment formé. Mais en plus, le contenu de la seringue est souvent d'origine douteuse. Ces personnes, en fait, elles commandent des produits sur des sites internet, notamment asiatiques, et puis là, elles peuvent commander du Botox, elles peuvent commander des fillers, donc ces produits à base d'acide hyaluronique qu'elles vont utiliser dans leur institut. L'injection d'un Botox frelaté peut avoir des conséquences lourdes, pour la cliente, mais aussi pour les coûts de la santé. Vous pouvez avoir une bouche complètement déformée, des nécroses qui doivent être récupérées par les médecins. C'est à charge de l'assurance obligatoire des soins. Parmi toutes les saisies de médicaments, il y a une catégorie à part, c'est celle des produits dopants. Les paquets qui en contiennent ne sont pas envoyés chez Swissmedic, mais directement ici, chez Swiss Sport Integrity, la fondation qui gère le contrôle et la lutte antidopage. Avec les produits dopants, la législation est plus stricte. Même en quantité minime, leur importation est totalement interdite. Pour le sportif qui se fait prendre, les conséquences peuvent être dramatiques s'il fait partie d'une fédération. Ça peut arriver qu'une personne reçoit une suspension de 4 ans. Cette personne n'a plus le droit de participer dans son sport. Ni comme athlète, mais aussi pas comme administrateur, disons, président, entraîneur, etc., pour 4 ans. Et puis ce sont quand même des conséquences très très graves pour un jeune sportif, par exemple. Ça peut casser une carrière. Exactement. La promotion est particulièrement agressive sur TikTok et Instagram. Elle fait des ravages. La semaine passée, on a eu un jeune footballeur qui avait importé des produits dopants. Il ne l'a pas fait pour améliorer sa performance en foot, mais il l'a amélioré pour devenir plus musclé, pour pouvoir se présenter dans les réseaux sociaux. La créativité des trafiquants est sans limite. On a trouvé des anabolisants cachés dans des sachets de nourriture pour chiens, et même dans des jeux pour enfants. Pour mener ces investigations, Swiss Sport Integrity emploie des enquêteurs qui préfèrent rester anonymes. Celui-ci est un ancien policier. On veut savoir qui se cache derrière ce trafic. Le consommateur final, mais aussi d'où viennent les produits, qui les envoie et qui les revend. Ensuite, on enquête sur le commanditaire. Est-ce que c'est un médecin, un entraîneur, un athlète ? On veut se faire une image précise de lui. Dans ce paquet, saisi par les douanes, des comprimés d'hormones de croissance. Ils sont commercialisés en Europe de l'Est par une firme qui usurpe la croix suisse. Il y a de plus en plus de jeunes en dessous de 18 ans qui commandent ces hormones de croissance, sous forme de comprimés.
Évidemment, c'est bien plus accessible que s'il faut se les injecter avec une seringue. Donc en ce moment, les commandes explosent, y compris chez les jeunes sportifs qui se font ensuite suspendre pour 4 ans. On voit cette vidéo sur TikTok qui a fait plus de 300 000 vues. Ça explique pourquoi les commandes explosent. Car oui, ce trafic est massif. Chaque année, les douanes saisissent entre 7 000 et 8 000 commandes illégales de médicaments et produits dopants. Et selon Swissmedic, cela représente tout au plus 20% du trafic réel. La Suisse n'est bien sûr pas la seule concernée. Pays riches ou moins favorisés, tous sont la cible de réseaux de faussaires mondialisés, toujours plus performants. L'Organisation mondiale de la santé avertit, dans les pays émergents, un médicament sur 10 est falsifié ou de qualité inférieure. Et pour l'ensemble des nations, la facture se monte à 25 milliards de francs par an. Des laboratoires clandestins sont installés dans des caves ou des garages, avec des conditions d'hygiène effroyables et une utilisation aberrante d'additifs chimiques. Le bilan humain est terrifiant. Un exemple parmi tant d'autres, c'est 200 enfants décédés en Indonésie à cause de sirops médicaux contaminés à l'antigel. Ou ces 270 000 personnes qui meurent chaque année en Afrique subsaharienne pour avoir consommé des antipaludiques falsifiés. Pour l'industrie pharmaceutique, le dégât d'image peut être immense. Certaines s'impliquent donc activement dans la traque aux contrefaçons. Merck Sharp & Dohme est l'un des 5 géants pharmaceutiques mondiaux. La firme nous ouvre les portes de son laboratoire forensique dans le canton de Lucerne. Elle y analyse ses produits suspects saisis aux 4 coins de la planète. On a toujours plus de cas et de mieux en mieux imités. Tout ce qui peut être source de profit est falsifié. Des produits lifestyle, mais aussi des articles vétérinaires. Et il y a une augmentation de faux médicaments contre le cancer, parce que c'est une maladie de plus en plus répandue et donc la demande est très forte. Stéphane Hibert a étudié la biologie, mais aussi les sciences criminelles à Lausanne. Une double casquette idéale pour son travail d'enquêtrice. Ce sont des pièces à conviction qui peuvent être utilisées devant un tribunal. Nous devons donc montrer comment nous les avons reçues. Je photographie le paquet et tout ce qu'il contient, le produit, mais aussi les blisters et la notice d'emballage. Ce colis contient des comprimés d'antidiabétiques. L'analyse minutieuse n'épargne aucun détail. Ça, c'est le numéro du lot et la date de péremption. La technique d'impression a déjà l'air suspecte. L'emballage est comparé à un original. Verdict au microscope numérique, il s'agit bien d'un faux. Mon soupçon se confirme, la technique d'impression est différente. Maintenant, je contrôle les comprimés. Voici un original et voici la contrefaçon. On voit clairement que la couleur est différente. Et il y a aussi le numéro qui n'a pas l'air pareil. Le doute est confirmé en comparant la profondeur à laquelle ce numéro est imprimé sur chacun des 2 comprimés. On voit que les 2 profils sont différents. En rouge, vous avez la différence de profondeur. La ligne bleue, c'est la copie, et la jaune, l'original. On voit que le numéro de la copie est imprimé beaucoup moins profondément. La preuve ultime, c'est bien sûr le contenu du comprimé. L'analyse se fait à l'aide d'une autre technique, la spectroscopie infrarouge. En bleu, c'est l'original et en rouge, la copie. On voit très clairement que les courbes sont différentes. Ça veut dire que la composition chimique est différente, donc c'est un faux.
Parfois, le produit falsifié ne contient aucun principe actif. Voici une préparation d'immunothérapie contre le cancer. Elle est analysée grâce à une autre technologie de pointe, la spectrométrie de masse par chromatographie en phase liquide. On voit ici différents pics. Ils viennent de la substance active, qui est un anticorps. Ici, on voit un composant actif, et en bleu, le médicament falsifié, qui ne contient rien. Il n'aura aucun effet pour combattre le cancer. Le patient sera privé d'une immunothérapie, pourtant cruciale pour prolonger son espérance de vie. Terminons par un exemple moins dramatique, mais tout aussi lucratif, les produits vétérinaires. Voici un collier anti-tic pour chiens. Ce qui est intéressant pour les faussaires, ce n'est pas le prix, qui n'est pas cher, mais c'est la quantité. Il y a tellement de gens qui ont un chien. On peut vendre énormément de ces colliers et donc gagner beaucoup d'argent avec des contrefaçons. Le passage au spectromètre révèle que le collier ne contient aucun principe actif. Il s'agit bien d'une arnaque. Toutes ces analyses serviront à alimenter les enquêtes de police. On leur transmet ensuite toutes nos données. On leur donne des détails sur les contrefaçons, les différentes provenances, quels produits viennent d'un même faussaire. Et ça permet à la police de prendre des mesures efficaces. Notre collaboration a déjà mené à des arrestations. Les faux médicaments pullulent sur Internet. Alors comment être sûr qu'ils ne se retrouvent pas aussi dans les pharmacies ? L'Union européenne a développé un système d'identification sécurisé sur chaque boîte. En Suisse, le système est facultatif et presque personne ne l'utilise. Ce serait redondant parce que les médicaments qu'on commande ont déjà été vérifiés quant à leur qualité par les grossistes et commandés directement chez les pharmas. Donc le risque d'avoir une fraude sur le médicament qu'on vend est quasi nul. En Union européenne, la différence, c'est que ces médicaments ils peuvent transiter dans beaucoup de pays, sur beaucoup de systèmes de santé différents. Et donc, dans le cas de l'Union européenne, ça a plus de sens. Nous finissons par dénicher un utilisateur à l'autre bout de la Suisse. Nous sommes à Chiasso, à quelques centaines de mètres de la frontière italienne. Ce grossiste en pharmacie a adopté le système avec enthousiasme dès son introduction en 2019. Mais il faut dire que son modèle d'affaires est un peu particulier. Pharmamondo s'est spécialisé dans le commerce international de médicaments indisponibles, lors de pénuries ou de ruptures de stock. Ça peut arriver à n'importe quel médicament, que ce soit aussi en oncologie, ça peut être aussi des vaccins. Et c'est un peu la difficulté parce que en fait, tout le monde est un peu sur le qui-vive, on ne sait jamais ce qui va se trouver la semaine prochaine comme pénurie. L'entreprise est active dans plus de 40 pays, dont la Suisse. À chaque demande, elle recherche un pays où le médicament est encore disponible. Ce commerce international multiplie les risques de contrefaçon et les précautions nécessaires pour l'éviter. Pour la Suisse, on peut acheter seulement des médicaments de fournisseurs de pays qui sont reconnus mutuellement ayant le même système de qualité. C'est l'Europe, les États-Unis, le Canada, Singapour, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande et évidemment la Suisse. Donc pour être tout à fait clair, pas de produits chinois ou indiens ? Pas de produits chinois ou indiens. Dans Suisse, un hôpital ne l'accepterait pas. Avant d'être expédiée, la commande passe par un contrôle qualité strict. C'est là qu'intervient le système européen de traçage individuel. On vérifie que le sceau est intact, puis les boîtes sont scannées une par une pour garantir leur authenticité. Il y a un numéro de série individuel sur chaque boîte, qui est impossible à imiter, car le scanner doit déclencher une réponse dans le système. Et seul le fabricant a accès au système pour y introduire des données. Si quelqu'un imprime un faux numéro sur la boîte, le système ne le reconnaîtra pas, et ça déclenchera une alerte. Un travail fastidieux. Mais la garantie d'éviter les contrefaçons est à ce prix.
Ce jour-là, Christian Garcia a rendez-vous aux hôpitaux universitaires de Genève. Il y est suivi pour une infection au VIH, le virus du sida. Christian est arrivé de Colombie il y a 2 ans, avec seulement 2 mois et demi de traitement dans ses bagages. Une des premières choses que j'ai faites quand je suis arrivé, ça a été de me renseigner pour savoir comment les gens faisaient ici pour obtenir leur traitement. C'était une priorité parce que c'était aussi une peur que j'avais quand j'ai quitté la Colombie. Je me disais, bon, j'ai un médicament que je dois prendre à vie, et si je l'arrête, ma santé va vraiment se détériorer. Christian bénéficie d'une structure unique au sein d'un hôpital universitaire suisse, un Buyers Club, comprenez un club d'acheteurs. Sa cofondatrice nous explique le principe. Faciliter l'accès au traitement. Je crois que c'est ça la philosophie, c'est faciliter l'accès au traitement pour des personnes qui sont en situation de précarité. Ce sont des patients qui n'ont pas de papier et pas d'accès à l'assurance maladie, pour l'instant. Parce que pour nous, c'est évidemment toujours transitoire, la mesure du Buyers Club, puisque en Suisse, l'accès aux soins est garanti par l'accès à l'assurance maladie. Une trithérapie qui répond aux recommandations européennes peut coûter 1 000 francs par mois. Un prix inabordable sans assurance. Il existe bien des génériques 10 fois moins chers, mais ils ne sont pas commercialisés en Suisse. Or, rappelez-vous la règle. Hors des circuits officiels, on ne peut commander un médicament que pour ses besoins personnels et pour 1 mois. Cette règle vaut aussi pour Christian. Donc il signe d'abord un consentement, après avoir reçu toutes les informations. Et ensuite, on lui fait signer une délégation qui nous permet, nous, en tant qu'hôpital ou la pharmacie, de commander le médicament à un Buyers Club déjà constitué, connu pour la qualité et la sécurité de l'approvisionnement de ces médicaments. Cet autre Buyers Club, qui joue les fournisseurs, se trouve en Australie. Et il commande ses médicaments génériques en Inde, un pays où sévissent de nombreux faussaires. Pour nous, l'intérêt, c'est que cet intermédiaire australien met en place toutes les garanties nécessaires sur les usines en Inde. On pense souvent à Inde, contrefaçon, où il y a un risque, mais il y a beaucoup de médicaments qui sont fabriqués en Inde et on a des usines d'excellente qualité en Inde. Donc il s'agit juste d'avoir la garantie que les usines qui ont été choisies pour fournir ces médicaments génériques sont effectivement des usines qui répondent à tous les critères de qualité. Pour exclure tout risque de contrefaçon, la pharmacie de l'hôpital teste ensuite chaque lot à son arrivée. Un petit scanner infrarouge permet d'analyser une pilule sans la détériorer. L'appareil va mesurer le contenu en fait, de ce comprimé par des ondes et il va comparer ces ondes à une base de données de référence. Il va dire, bah oui, ça correspond en effet au spectre de tel médicament et je confirme que c'est bien ce médicament et que la quantité à l'intérieur semble adéquate. La commande est renouvelée chaque mois au nom du patient. Une trithérapie ne doit être interrompue sous aucun prétexte, car cela pourrait rendre le virus résistant au traitement. Ça arrive que certains patients attendent et restent sans traitement contre le VIH pendant des semaines, parfois plusieurs mois, par crainte de devoir venir à l'hôpital et devoir payer de leur poche le traitement qu'ils prenaient dans leur pays d'origine. En général, ils sont soulagés, je dirais, d'entendre qu'il y a une solution de secours. On va rapidement faire une demande auprès de l'assistance sociale pour faire en sorte que le patient puisse accéder au traitement via le Buyers Club. C'est l'hôpital qui prend en charge les frais. Grâce aux médicaments génériques, la facture pour la quarantaine de patients traités reste modeste. Et il y a un bénéfice collectif à traiter toutes les personnes infectées sans exception. Quand vous prenez un traitement, eh bien, la charge du virus dans votre sang est très basse et vous n'allez pas transmettre ce virus à votre compagne, votre compagnon, votre partenaire. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a paru très important, que ce soit à titre individuel ou pour la communauté. Il fallait agir. En Suisse, Christian a rencontré Flouri, avec qui il s'est marié.
Juste au moment de notre tournage, il obtient enfin son affiliation à l'assurance maladie. Je ne suis plus dépendant de ce programme qui m'a tellement aidé. Je peux dire que si je suis vivant et en bonne santé, c'est grâce au Bayers Club. Sans lui, je ne serais peut-être plus là pour parler avec vous, ou peut-être que je vous répondrais depuis un lit d'hôpital, ou Dieu sait dans quelles conditions. Comment ça s'est passé cette semaine? Assez bien. J'ai pas trop eu d'effet de sevrage. Nous l'appellerons Julien. Il a 20 ans et depuis 6 mois, il est patient volontaire d'un programme pilote aux hôpitaux universitaires de Genève. Ce jour-là, il a rendez-vous avec son infirmier. Voilà, j'ai préparé votre traitement du soir. Okay. Julien souffre d'une addiction à la codéine. Il a commencé par en trouver dans un sirop contre la toux, le Macatusin. Il nous entraîne en toute discrétion dans la cave de son immeuble pour nous raconter. Déjà à 16 ans, j'en buvais, mais récréativement. C'est des gens, ils connaissaient ça, ils m'ont fait goûter. Des soirées, ça s'appelle des trappes où on va dans un appart de quelqu'un où on peut mettre de la musique fort jusqu'à tard. Et puis je me faisais un flash ou deux. C'était un peu une routine qui après, au final, est devenue une addiction qui était mauvaise, quoi. Je suis tombé addict à 17 ans, vraiment addict. Julien nous montre comment il a appris à fabriquer lui-même son sirop avec des comprimés à la codéine qu'il achète au marché noir. Ce cocktail est aussi addictif qu'une drogue dure. La codéine, elle est transformée dans le corps en morphine. Donc l'effet que là sur le cerveau, c'est la morphine qui agit. Donc c'est quelque chose de la famille de l'héroïne. Beaucoup moins puissant que l'héroïne, mais question de dose. Vous augmentez les doses et vous risquez d'avoir les mêmes effets que peut avoir l'héroïne. On se sent dans du coton, on a l'impression qu'on perd un peu le fil des choses. Ça fait délirer en fait, ça fait des somnolences où on rêve en même temps, ce genre de choses. Une consommation répétée induit en quelques semaines une accoutumance sévère. Pour continuer à ressentir les mêmes effets, certains augmentent démesurément les doses. Ça peut être une bouteille et ça peut être 20 bouteilles, voire plus. Donc c'est des énormes quantités qui s'approchent déjà à des doses d'héroïne. 20 bouteilles? Ouais. Par jour? Oui. Cette consommation effrénée a donné naissance à un important trafic de fausses ordonnances de sirop à la codéine. Ce pharmacien genevois y est régulièrement confronté. Alors il y a un peu de tout. Il peut y avoir des ordonnances qui ont été volées au médecin puis qui ont été remplies ensuite par le patient. Il peut y avoir des photocopies d'ordonnances. Il peut y avoir des ordonnances qui ont été faites de toutes pièces sur un ordinateur. De ce point de vue-là, ils sont très inventifs. En fait, au début, je faisais des fausses ordonnances avec le numéro RCC d'un médecin. On peut trouver facilement leur prénom, leur numéro RCC, leur tampon, etc. Et donc nous, on copiait-collait, on imprimait ça bien. On est allé faire tous les pharmacies de Genève et jamais ils nous ont posé de questions. Et juste au bout d'une semaine comme ça, on s'est fait attraper par la police juste après. Donc voilà. Dans l'idéal, on ne délivre pas et on conserve l'ordonnance. Maintenant, on a affaire à une patientèle qui peut être dans ce cas de figure-là agressive ou ne pas vouloir laisser l'ordonnance ou partir en courant. En fait, à peu près toutes les possibilités sont ouvertes. Le plus important pour moi en tant que pharmacien, c'est que mon personnel ne se mette pas en danger malgré notre devoir de contrôle. Donc, c'est un peu au cas par cas. Des consommateurs prêts à tout, car avec la codéine, les symptômes de manque sont sévères. C'était juste horrible, impossible de se lever, mes muscles qui me faisaient mal tout le temps. Lorsqu'on arrête la consommation, on va être très inconfortable avec des symptômes
d'augmentation des anxiétés, des insomnies, des sueurs, état d'agitation. Et d'un autre côté, il y a cet effet, cette dépendance psychologique où on voit qu'il y a un effet psychoactif et on va continuer à en consommer. Julien reçoit tous les jours une dose de morphine retard, suffisante pour empêcher les symptômes de manque pendant 24 heures. Mais on ne lui interdit pas de consommer parallèlement son sirop maison à la codéine. On espère qu'il y renoncera peu à peu. Certains n'y arriveront jamais. Il y a un projet discuté avec le patient et qui implique aussi en effet un sevrage une fois que le patient est stabilisé. Malheureusement, pour une partie des patients, il s'agit d'une maladie chronique, donc la dépendance aux opiacés est une maladie chronique, et une partie des patients vont rester malheureusement chroniques. Mais ça, c'est la statistique. La difficulté du sevrage rend d'autant plus absurde le comportement de quelques médecins de ville. Ils délivrent des ordonnances à doses massives à leurs patients addicts, dans l'espoir qu'ils réussiront à se sevrer tout seuls. Un médecin considère qu'il va pouvoir aider son patient en lui donnant 5 emballages par jour pendant 3 mois, puis 4 emballages par jour pendant 2 mois. Et évidemment que c'est hors tout protocole. C'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas du tout certifié et qui n'est pas du tout cautionné par les autorités. Mais lui a décidé qu'il allait faire comme ça. Et c'est une grande difficulté parce que c'est ce qui finalement inonde le marché noir à Genève avec un très petit nombre de thérapeutes qui pratiquent ainsi. Thomas Blaisy est aussi conseiller national. Il a déposé à Berne une motion co-signée par 35 parlementaires de tous bords pour mettre fin à ces prescriptions de codéine contre-productives. Au revoir. Bonne journée. Car la seule solution efficace est une prise en charge spécialisée. Malgré les difficultés, Julien s'accroche. Forcément, la drogue, ça détruit nous et aussi les gens qui nous entourent. Et pour moi, la plus grande victoire, déjà, c'est d'avoir accepté de venir et, dans le meilleur des cas, essayer d'arrêter d'être addict, en tout cas, à cette substance. Il y a un cas de figure où le sevrage n'est pas librement consenti mais imposé. C'est quand la personne dépendante se trouve en prison. Là, le manque peut engendrer des symptômes physiologiques et psychologiques importants, comme des comportements agressifs ou autodestructeurs. C'est un véritable défi pour la médecine pénitentiaire. C'est un problème qu'on a pu voir depuis 7-8 ans. C'est quelque chose qui est fréquent. Donc là, chaque semaine, dans les prisons du canton de Vaud, il y a des gens qui entrent avec l'utilisation de la prégabaline. La prégabaline, une molécule à usage multiple, utilisée pour traiter l'épilepsie, mais aussi les douleurs neuropathiques ou les troubles anxieux généralisés. Avant leur incarcération, certains ont bénéficié d'ordonnances pas toujours justifiées. D'autres se procuraient leur prégabaline au marché noir. Quand j'étais en France, je traînais dans la rue avec mes copains et j'ai vu qu'il y en avait. J'ai trouvé que c'était pas cher et j'en ai acheté en me disant « je vais essayer ». On appelait ça la fusée. J'ai commencé à en acheter une fois par semaine et puis à en prendre plus. Finalement, j'en ai pris tous les jours. C'est facile d'en acheter aussi en Suisse. Vous allez vers un Suisse qui vend et il vous en donnera autant que vous voulez. On sait que les facteurs de risque pour avoir une addiction à ce médicament, c'est notamment les personnes qui sont dans une grande vulnérabilité, les personnes qui sont sans abri, les personnes qui sont des mineurs non accompagnés, des migrants forcés, et puis aussi quand il y a une co-dépendance, quand ils prennent d'autres médicaments ou d'autres drogues, c'est une molécule qui a un risque d'addiction, à l'instar des opiacés, des benzodiazépines. Comme d'autres médicaments détournés à des fins psychotropes, la prégabaline est perçue comme un moyen de mieux supporter la dureté d'une vie précaire. Oui, ça aide à réduire le stress. Genre, on se détend. On a l'impression que sans prégabaline, on n'arrive plus à bouger, à s'occuper de ses affaires. On n'arrive plus à aller faire des achats, on ne peut plus travailler, on ne peut plus rien faire. Le plus que j'ai pris, c'est 6 à 7 comprimés par jour.
avec en plus du Rivotril et encore d'autres choses. Là, on est vraiment sur des effets très en dessus de ce qui est indiqué, jusqu'à 10 fois la dose. Et c'est là où c'est beaucoup plus dangereux parce que ça les met à haut risque de troubles d'état de conscience ou bien d'overdose, surtout lorsque c'est consommé avec d'autres médicaments, ce qui est effectivement très dangereux. En prison, sauf exception, on ne prescrit pas de prégabaline. On offre d'autres traitements moins risqués pour répondre aux troubles anxieux ou à la douleur. Mais il a fallu aussi mettre en place un programme de sevrage de la prégabaline pour traiter des symptômes de manque sévères. On n'arrive plus à dormir. On transpire comme si on avait la grippe. On a des démangeaisons, on ne s'arrête pas de se retourner dans son lit, on ne dort pas. On n'arrive plus à parler aux gens, on s'énerve et plein d'autres choses. Ça peut les amener à demander de manière très insistante, parfois avec une certaine agressivité. On va les accompagner du coup dans le sevrage de ce médicament avec finalement un cousin, une autre molécule, la même famille, aussi un gabapentinoïde, et puis les accrocher à un suivi addictologique. L'espoir, c'est qu'une fois libérés, ils ne replongent pas. Un pari difficile à tenir. Je serai capable d'en reprendre, comme de ne plus en prendre. Tout dépendra du moment. Je ne sais pas une fois dehors des problèmes que je pourrais avoir. Mais j'arriverai peut-être à ne plus en consommer de toute ma vie. Les gens devraient arrêter de prendre de la prégabaline. Ça sert à rien du tout.